Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer avec un petit peu de retard, mais voilà, la salle est bien remplie. Ça fait très plaisir de voir autant de monde pour ces entretiens. Donc, je vais commencer par une présentation, comme je fais toujours, parce qu'évidemment, il y aura beaucoup à dire ce soir, je pense, sur ce projet qui est l'Atlas des régions naturelles, donc avec Éric Tabouchi et Nelly Monnier qui sont donc avec moi ce soir. Mais avant de nous lancer dans une discussion sur ce projet particulier, j'aimerais quand même vous présenter séparément. Voilà. Donc Éric, voilà, tu as eu de nombreuses vies avant de devenir artiste. Hein. Tu as commencé par la musique pop à l'aube des années 80, puis tu t'es réinventé comme artiste, graphiste, éditeur, photographe. On n'aura pas le temps de revenir sur ça ce soir, mais disons en termes de chronologie, tu commences à faire de la photographie en 95-97 à peu près. Tu fais partie de l'équipe fondatrice de Glassbox aussi, donc vraiment à peu près à cette période, et donc tu deviens vraiment, tu t'intéresses et tu te lances dans l'art contemporain, dans la deuxième moitié des années 90. Donc c'est une période à partir de laquelle, tu commences à montrer ton travail dans des lieux d'art. Souvent un mélange de photographie, de sculpture ou d'installation. Je me souviens par exemple de l'exposition Réserve naturelle au Palais de Tokyo en 2010, déjà il y a 13 ans. Puis tu as mené donc plusieurs projets qui ont en commun avec l'Atlas des régions naturelles leur côté systématique. On peut penser à par exemple Alphabet Truck, qui est un peu le hit des années 2000, qui est une série de 26 photos avec chacune qui constitue un alphabet trouvé à l'arrière de camions croisés sur l'autoroute. Ou bien d'autres séries conceptuelles comme par exemple 26 Abandoned Gasoline Stations 1 et 2, 26 Recycled Gasoline Stations, ou bien les 24 Modern Lorraine Churches, qui me tient beaucoup à cœur, étant de cette région. Donc comme leur nom l'indique, c'était vraiment du post-Recha made in France, et qui pose aussi les jalons à la fois de la sérialité et aussi de l'Atlas. Je pense là à l'Atlas of Forms, que tu commences d'abord sous la forme de recherche en ligne d'images, puis comme un site internet en 2013-2014 je crois, et puis ensuite et enfin comme sous la forme d'un livre, donc un gros ouvrage de 256 pages, 1500 photos d'architecture qui sont classées donc selon des critères géométriques, d'état, voilà. Et déjà avec ton éditeur, votre éditeur Poursuite. Donc tu as commencé par la série, maintenant vous faites des atlas. Quelle sera la suite? Je pose la question pour commencer. Alors Nelly, toi tu es peintre, tu as étudié aux Beaux-Arts de Lyon, tu as grandi dans l'Ain, et il y a toujours eu dans ton travail un attachement aux formes rurales, qui explique aussi pourquoi ça fait complètement sens que vous vous retrouvez aussi sur cette recherche aujourd'hui. Ta pratique picturale, elle s'inspire souvent de formes vues. En tout cas, elle est assez souvent aussi basée sur l'observation. Donc là encore, il y a évidemment des liens à creuser. C'est une pratique qui tend souvent vers l'abstraction, même si elle reste figurative. Il y a quand même ce travail d'épure qui passe aussi par les couleurs. Je trouve un chromatisme assez doucereux même parfois dans les couleurs. Et puis tu as aussi un travail autour de la question de l'édition. Ça fait des années que... Alors je ne sais pas si ça a commencé avant, ça je crois pas, mais que tu produis ces écussons aussi en rapport avec ces régions naturelles. Ouais, ça a commencé en même temps. Ça a commencé en même temps, bon voilà. Donc tu as vraiment une pratique qui est autonome, on y reviendra aussi tout à l'heure, mais même si dans les expositions auxquelles vous participez, que vous menez tous les deux, tu insères de plus en plus souvent des peintures. Donc il y a vraiment ce travail à la fois autonome et en lien avec cette collaboration. Donc tous les deux, vous travaillez ensemble depuis plus de 10 ans, soit bien avant le début officiel de l'Atlas des régions naturelles. Ce projet, lui, vous le menez ensemble depuis 2017. Il a connu un succès, on va dire, grandissant, notamment à partir du lancement du site à la fin de 2020. Le site à partir duquel on va naviguer aujourd'hui et découvrir un peu le projet. Alors à partir de ce moment-là, c'est vraiment un succès à la fois d'estime et un succès populaire. Ça, j'insiste là-dessus. Le public est vraiment au rendez-vous, et aussi la presse, puisque il y a vraiment beaucoup de
y a beaucoup de journaux, de magazines qui ont consacré des articles à ce projet, même à l'étranger, même le Guardian. Voilà. Je ne vais pas faire toute la liste, mais encore récemment, il y avait un gros dossier dans Society, un gros trafic sur le site aussi, et une fanbase qui augmente de jour en jour. Voilà. Quand vous avez le temps, vous faites aussi des expositions, ça on va y revenir aussi, mais voilà, j'ai même fini par perdre un peu le fil de toutes les expositions que vous avez faites récemment, mais voilà, Gunzega, le CCOD à Tours, la BNF, la Villa du Parc à Annemasse, en ce moment et depuis très peu de temps, le FRAC Meca, ou le mini-festival de Serralong cet été, qui est un mini-festival de photographie créé par Bruno Serralong. Donc des institutions qui sont grosses, d'autres qui sont beaucoup plus petites, et modestes dans leurs moyens. Donc vous êtes vraiment engagé dans un véritable tour de France aussi des expositions. Et comme si ça ne suffisait pas, vous travaillez dans vos moments libres à une version imprimée de l'Atlas des régions naturelles, dont vous préparez actuellement à la fois le 4e tome et puis le 1er tome en poche, donc toujours chez Poursuite. Et voilà, donc cet été, bonne nouvelle, hein, l'Atlas sera présent aux rencontres photographiques d'Arles, donc encore une actualité brûlante. Et pour conclure cette présentation, je voulais juste souligner que voilà, il y a très peu de projets d'art contemporain qui soient populaires au sens où ce projet l'est. C'est vraiment beau, c'est franchement très rare qu'on trouve des projets qui touchent un public aussi large en fait. Et voilà, je suis extrêmement heureuse de vous accueillir ce soir, même si je pressens que cette heure de discussion va passer très très vite. Voilà, je termine là. Je voulais peut-être juste commencer par vous, évidemment, vous passer la parole, mais vous demander peut-être en quelques mots de présenter en fait le principe de l'Atlas, sa chronologie, puis aussi son état d'avancement, parce que c'est un projet sur le long cours qui en est peut-être à son premier tiers, enfin, ou peut-être même pas son premier tiers. À vous de me dire. Bonsoir. Bonsoir. Merci Gilles pour cette invitation. Évidemment, le plaisir est complètement partagé. Je disais tout à l'heure que tu aurais certainement beaucoup plus de choses à raconter que nous. Mais ce ne sera pas le cas pour l'occasion. Alors, le principe de l'Atlas est assez simple en fait. Ça vise en fait à compléter la mission photographique de la Datar qui avait eu lieu dans les années 80 et qui était passionnante mais qui nous semblait assez lacunaire dans le sens où elle s'intéressait majoritairement aux littoraux et à quelques endroits en montagne, des endroits très spectaculaires généralement qui étaient propices au spectacle photographique. Et il nous semblait qu'en fait tout le territoire français était finalement très ignoré dans sa texture générale, c'est-à-dire des entre-deux qui sont maintenant traversés par les autoroutes ou les TGV, mais dans lesquels on ne s'arrête jamais. Et l'ambition initiale de l'Atlas des régions naturelles, c'était vraiment de créer une iconographie qui comble ce vide, en fait, de l'entre-deux des autoroutes et des voies à grande vitesse. Et puis, c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, depuis 2014, on voyageait beaucoup ensemble. On avait tendance à passer la moitié de notre vie sur la route, à observer, photographier tout type de bâtis, d'éléments construits, d'éléments publicitaires, etc. Et il y a un moment en 2017 où ça s'est cristallisé parce qu'on s'est dit qu'il fallait trouver une géographie qui pouvait cadrer et rassembler tous ces éléments et qui pouvait aussi permettre de nommer, de créer des relations entre le bâti et la géographie et le pays dans lequel on vit. Et c'est à travers ce découpage des régions naturelles qu'on a choisi en 2017 que le projet s'est véritablement lancé et où on a décidé de faire 50 photographies au moins par région naturelle. Ce qui Il y a 250 régions naturelles. 450. 450, oh là, ouf. Donc très vite, on a multiplié 450 par 50. Et on est arrivé à ce total un peu aberrant de 25 000 photos à peu près. C'est-à-dire 10 photos par jour pendant 10 ans. Et donc tout de suite, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui allait nous impliquer profondément, que ça allait envahir notre vie,
et qu'il faudrait s'y consacrer en totalité. C'est-à-dire que moi, j'ai renoncé à toute pratique d'installation ou de sculpture. Je me suis dit, voilà, il faut que j'arrête cette espèce de tentation de dispersion permanente, et j'ai choisi de me concentrer sur cet objet particulier avec l'espèce de sécurité au début qu'on avait tellement l'habitude, Nelly et moi, de rouler ensemble, qu'on a acquis une sorte de confiance l'un dans l'autre, dans nos regards, dans la perception qu'on avait du paysage, qui nous a autorisés à faire cette espèce de rupture. Enfin, pour moi, c'était une grosse rupture, parce que j'ai vraiment tout arrêté et j'ai décidé de me consacrer à quelque chose à un moment où on n'avait pas du tout les moyens financiers de réaliser le projet tel qu'on l'avait défini. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'on accède à une petite notoriété qui nous donne un confort de production et de travail qu'on n'a jamais eu. Enfin, moi, j'accède après très tardivement, finalement, à ce confort de ne pas me lever le matin en me disant comment je vais gagner ma vie aujourd'hui. En revanche, ça s'est compensé négativement par le fait qu'on n'a plus de temps du tout. Donc aujourd'hui, on est pris dans cette espèce de tourbillon, situation assez particulière où on a pour la première fois le confort de travail, mais plus le temps. Aujourd'hui, je crois, moi, j'ai pas lu un livre depuis peut-être 3 mois. On lit sur la route, en fait. On lit sur l'autoroute, sur l'autoroute quand il n'y a vraiment rien à faire, mais sinon, c'est vrai que qui est le seul moment où on n'a rien à faire, c'est quand on prend l'autoroute pour aller quelque part. Donc, c'est dire que tout ce projet a envahi complètement notre vie. Je dis souvent qu'on mange, qu'on dort, qu'on rêve Atlas, mais je crois que c'est même pire que ça. Il n'y a plus aucun moment de notre vie qui est déconnecté de cette chose. On peut parler d'autre chose hein, si vous voulez. Absolument. On se prend 1 heure et on parle d'autre chose. Est-ce que peut-être en termes de protocole, je voulais vous demander un peu comment ça se passe une journée sur la route. Est-ce que quelle est la place du hasard? J'ai bien compris que évidemment maintenant c'est plus systématique, donc vous choisissez une région, vous allez investir parce que vous êtes invité dans une exposition pour une résidence. 1, 2, 3, 4 régions naturelles qui sont autour de l'endroit où vous vous trouvez, mais comment en fait vous allez prendre ces photos? Vous partez un peu à l'aventure, vous sillonnez les routes et vous voyez ce que vous trouvez, vous demandez à des gens des conseils. Comment ça se passe en fait dans votre découverte de ces régions? On essaye d'être le plus naïf, entre guillemets, quand on arrive dans une région. Enfin, on part vraiment uniquement avec une carte routière et avec le découpage géographique qui est déjà très, très flou, avec des frontières vraiment aléatoires. Et puis, c'est vraiment l'observation, la minutie, la discussion, puisqu'on est 2 derrière le pare-brise, qui vont permettre de sélectionner quelques premiers objets, essayer de comprendre comment fonctionne cet endroit. Et puis petit à petit, on va construire un ensemble de photographies qui vont aborder différents types d'architecture, etc. Mais c'est vraiment... je crois que de toute manière, on croise tellement peu de monde sur la route que ce serait difficile de discuter de la région quand on y arrive. Mais de toute manière, on essaye d'être vraiment très autonome dans l'approche et dans les parcours qu'on va organiser, en tout cas dans les premiers jours. Ensuite, on va revenir dans la région, on va probablement faire quelques recherches complémentaires, mais c'est le moment le plus important et c'est souvent les photographies qu'on va garder pour les montrer dans des expositions ou pour les publier dans le livre. C'est les photographies du premier voyage où vraiment on est saisi par certains objets, on comprend que il y a une sorte d'aura autour de choses qui peuvent être très banales comme un mat-zone commercial ou comme une ferme ou comme une grange. Mais c'est ce moment qui est quand même le plus important dans le travail. Pour revenir sur la question, tu soulignais le fait qu'on visitait souvent les régions qui
sont autour d'un lieu de résidence. En fait, il y a quand même deux grands modes de travail, qui est le mode de la traversée. C'est très excitant de traverser la France sans... Voilà, juste sans faire comment dire, comme les vers qui rongent un morceau de bois. Et c'est une source très importante parce qu'il y a quelque chose d'assez brutal dans le fait juste de traverser un territoire. Et après, on fait des petits cercles à l'intérieur de ces territoires. Mais les deux modes se complètent généralement. Il y a les photos de traversée, les photos de circulaires qui sont plus, on va dire, systématiques. Alors que les photos de traversée, on prend vraiment ce qui se présente, c'est complètement chaotique. D'ailleurs, il y a une possibilité sur le site de naviguer sur... alors, attends. Ouais, c'est par voyage, j'avais mis. Par voyage. Et j'aime bien ce mode de navigation parce qu'il relate bien le caractère extrêmement improvisé, et c'est la réalité qui dicte un peu les sujets qui se présentent. Et à la fois, on sent bien qu'on traverse un pays, mais les sujets sont tellement chaotiques. Enfin, il y a tout et n'importe quoi. C'est qu'après que ça s'organise. C'est dans le travail d'archivage que les choses deviennent plus méthodiques et plus typologiques. Si je dis pas de bêtises, il me semble que cette catégorie du voyage, elle n'était pas présente au début du pas site. Du Ouais, vous l'avez ajoutée ensuite, ouais. hein, donc c'est vrai que ça donne une autre approche de votre manière de travailler. On s'est rendu compte que c'était important d'avoir cette espèce de fil qui est un fil beaucoup plus chronologique, en fait, qui raconte bien comment le paysage se déroule. C'est important parce qu'au départ de l'Atlas, il y avait cette idée de vouloir raconter comment le paysage est une sorte de long dégradé qui fait quand on part de Paris pour arriver à Marseille, en fait, on traverse plein de lieux et les choses changent. Mais moi, je me suis toujours demandé, mais où est-ce que les choses changent? Où est-ce qu'on passe du nord au sud? Où est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est palpablement différent de ce qu'on a traversé précédemment? Et cette obsession de décomposer l'arc-en-ciel des paysages, c'est finalement matérialisé un peu dans l'Atlas. Est-ce que vous dérochez vos photos tous les jours, ou alors vous attendez la fin du voyage? Comment ça se passe? Vous prenez plein de choses et vous regardez après, ou d'une journée à l'autre vous approfondissez certains sujets? Enfin, j'ai compris cette idée de la traversée et du cercle, mais non, chaque soir, on traite les photographies de la journée, déjà pour voir ce que ça donne, pour comparer, enfin discuter de chacun, de l'un et l'autre, de ce qu'on a pris. Et puis, au niveau du rythme, ce serait totalement intenable de rentrer de voyage après 10 jours et d'avoir 500 photographies à développer, à traiter. Là, on a quand même vaguement le souvenir de ce qu'on a vu, de la lumière, etc. Et puis c'est important dans le prolongement de l'exploration. Ouais, surtout tous les soirs, on localise les images. Ce qui est l'aspect le plus laborieux, c'est effectivement d'avoir une longue journée de route et d'arriver à l'hôtel. Et en fait, il y a une deuxième journée de travail qui commence, qui consiste à localiser les images, à les développer, à les archiver grossièrement, mais quand même assez précisément. Et ça nous conduit à 1h du matin à peu près. En l'hiver, c'est assez confortable parce qu'à partir de 17h, il fait nuit, on sait qu'on rentre à la maison, qu'on rentre à l'hôtel et qu'on va pouvoir dérocher tout ça. Mais l'été, c'est assez fou. Ouais. Voilà, mais effectivement, on a une routine de travail qui est extrêmement monotone, c'est-à-dire qu'on ne boit pas de café à l'hôtel parce que on n'aime plus les petits déjeuners d'hôtel qui sont toujours mauvais. Alors on part sans petit déjeuner, on roule toute la journée. Mais on est équipé depuis, on a des bouilloires, on a des petites sacoches de café instantané. Vous mangez dans votre coffre. Ouais, exactement. Et tous les jours, on reproduit à peu près ce schéma.
On a emmené quelqu'un il n'y a pas longtemps. Pour l'article de Society, c'est la première fois qu'on a emmené quelqu'un sur la route. Et je crois qu'il est extrêmement déçu. Oui, c'était très drôle parce qu'il attendait il attendait un truc très romantique et palpitant. Et en fait, c'était totalement ennuyeux. Il y avait un grand soleil, on ne prenait pas de photos, on était désabusés parce qu'on ne pouvait pas travailler. On est retourné voir une discothèque qui était incroyable et il n'y avait plus rien. Enfin, tout ce qu'on lui avait promis n'existait plus. Et c'était un échec splendide, duquel il a quand même réussi à broder quelque chose qui, semble-t-il, est marrant. Je n'ai pas lu, mais j'ai eu quelques retours comme ça. Et il n'y a jamais personne dans vos photographies. Alors, comment ça se passe? Tu t'as dit, Nelly, tout à l'heure que finalement vous croisez assez peu de monde parce que c'est forcément des zones qui ne sont pas toujours très habitées. Mais est-ce qu'il y a quand même des moments où vous êtes obligé de négocier un peu, j'imagine, avec... Il faut qu'on introduise un tag personne dans le... Ah oui, c'est ça. Il n'y a pas le tag. Ouais. De temps en temps, il y a quelqu'un dans les photos. C'est une question récurrente. Oui. Il y a nous, parce que des fois on a besoin de donner l'échelle. Non, il y a peu de personnes d'abord parce que effectivement, le 90% du 10% du territoire français est assez déserté. On croise vraiment peu de monde. À tel point que des fois, on a besoin de demander notre route, d'avoir un renseignement et on ne trouve pas. Donc ça, c'est quand même un reflet d'une réalité qui est incontestable, c'est que 80% du territoire français est assez barricadé derrière ses volets et assez désertique. On a souvent des relations avec les paysans pour leur demander l'autorisation d'aller photographier un pigeonnier. Et c'est probablement nos relations les plus enrichissantes. Enfin, on s'amuse beaucoup à rencontrer des gens qui, au départ, sont un peu hostiles et surpris qu'on photographie un tas de pneus. Et puis, on discute et généralement, ça se passe bien. Mais c'est assez réduit nos interactions. Il y a toutes ces histoires de droit à l'image aussi. On sait très bien que maintenant, ça peut être vraiment problématique et que c'est vrai que maintenant, c'est aussi perçu comme un geste plus ou moins agressif de prendre en photo, même avec un appareil professionnel, qui est quand même pas la même chose qu'avec un téléphone portable. Mais on a tendance de plus en plus même à éviter les propriétaires parce que c'est vrai que ça peut être vite problématique. Et puis... surtout dans certaines zones d'habitat individuel. On est vraiment sur l'idée que quand on photographie une maison comme ça, par exemple, on fait son portrait, en fait. Il y a quelque chose de très franc, on va dire. On photographie la maison de face. Beaucoup de la street photographie aujourd'hui consiste à photographier des gens de dos pour éviter ces problèmes de confrontation. Et c'est très gênant de voir cette street photographie où toutes les photographies refusent le contact frontal avec les gens. Et nos portraits de maison, en fait, ce sont des portraits. Pour moi, ils sont l'émanation de leurs propriétaires. Ils sont vraiment, dans une grande majorité de cas, pris de face comme une sorte de photo d'identité. Et d'une certaine manière, l'idée de la personne, la construction se substitue au portrait de la personne. S'il y avait en plus une personne, ce serait comme photographier le chien et son maître. Ce ne serait pas inintéressant, mais on va dire qu'on s'est concentré sur l'idée que la maison est le portrait de la personne et qu'il y a finalement une sorte de relation assez naturelle entre « Oh là, j'arrive pas ». Ou même de plusieurs personnes, parce que là, on est dans une architecture assez récente, mais si on prend un bâtiment plus ancien, on a des générations de personnes. Enfin, pour nous, l'Atlas, c'est quand même l'éloge des inventions et des constructions humaines. Donc, c'est vrai que ce reproche qu'on nous a fait assez régulièrement de l'absence de la figure humaine nous trouble toujours un peu parce que, au contraire, on est tellement excités de voir ce que n'importe quel habitant de n'importe quelle région a pu fabriquer. Et ça aboutit à un constat assez étonnant de la part de Nelly, c'est que on vend nos photos sur Internet
Et Nelly refuse de vendre les photos des maisons qui sont encore habitées parce qu'elle a l'impression que ce serait vendre la personne. Et non, mais c'est pour dire que ces portraits, soi-disant un peu déshumanisés, en fait, ils sont très... ils sont tellement remplis de leur propriétaire. Ouais, tout à fait. Et c'est effectivement toujours compliqué de prendre une maison de face. Il y a toujours un instant qui est tendu, c'est-à-dire que les gens n'aiment pas du tout qu'on photographie leur maison. Et on est passé un peu maître dans l'art de passer inaperçu et de prendre les maisons au passage. Mais c'est vrai que ça peut donner lieu à des circonstances à des négociations, des échanges. Non, généralement c'est très agressif immédiatement et expliquer qu'on est sur le domaine public et qu'on a le droit de photographier le domaine public, c'est totalement vain en fait. Dès que les choses partent dans l'idée qu'on est en train de préparer un cambriolage, parce qu'il y a cette espèce de mythologie, c'est la mythologie du cambriolage je pense. qui est très vivace et qui a totalement résisté à Street View. Et c'est impossible d'argumenter dans ces circonstances. Ça devient très vite de la dénonciation. Enfin, à partir du moment où la maison n'a pas la peinture ou le crépi refait, ou qu'il y a quelque chose qui traîne, des chaussettes qui sont accrochées sur le balcon, en fait, les gens paniquent, ils se disent qu'on va qu'on va appeler la police ou je sais pas quoi, et c'est extrêmement difficile de négocier dans ce genre de situation. Et donc, on a tendance à essayer de jouer des sortes de surtouristes qui arriveraient et qui seraient « Ah, c'est magnifique, regarde, c'est incroyable !» On a toute une gestuelle qui est extrêmement spectaculaire. Parce qu'au départ, on était un peu pour distrait, rassurer les propriétaires. Oui. Et maintenant, on est vraiment... Moi, j'adore rester dans la voiture, regarder Nelly faire. Parce que je parle toute seule. Et c'est je lui très parle, drôle. mais il n'est pas à côté de moi, je suis là. Et c'est vraiment... Ça marche plutôt bien. C'est orienté vers une menace invisible ce serait juste dire je suis là, je suis tellement excité de voir toutes ces belles choses que voilà, c'est supposé désamorcer Mais souvent, je dis que je suis peintre aussi et ça désamorce totalement le début du problème photographique. Alors que moi, j'ai toujours des excuses complètement invraisemblables qui ne convainquent absolument pas et ça se termine toujours par un échec. Une fois, j'ai photographié un manège qui avait des obstacles un manège d'équitation qui avait des obstacles superbes, très sculpturaux comme ça. Et je rentre dans le manège un peu comme ça, je commence à prendre des photos et la propriétaire vient vers moi et me dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Je dis « je photographie vos obstacles, c'est superbe !» Elle me dit « Superbe !» comme ça. Elle me dit « Vous pouvez partir !» Mais c'était tellement décalé de dire que c'était superbe, ces obstacles qui étaient juste son outil de travail. Et elle ne voyait absolument pas de quoi il s'agissait comme ça. Mais ça se termine souvent comme ça. Ouais, donc il y a quand même de l'échange et de la... J'aime beaucoup l'idée de la gestuelle pour convaincre les gens de vous laisser photographier. C'est très impressionnant. C'est des gestes assez discrets et très amples comme ça. Il y a une démarche assez lente avec un sourire. Oui, je marche au ralenti pour vraiment pas qu'on me dise elle a fui, tout ça. Et je la vois toujours revenir vers la voiture avec une sorte de sourire. Je l'ai eu, tu vois, comme ça. Par ailleurs, il nous arrive de discuter un quart d'heure, une demi-heure avec des propriétaires et de parler de la région, et ça se passe vraiment très bien. Ils comprennent tout à fait le projet et on leur donne l'adresse du site internet. Enfin, c'est aussi fait pour ça. C'est extrêmement facile extrêmement de présenter dépendant le travail. de la région. Alors, on n'a pas réussi à établir une typologie, une cartographie des oui et des non. Mais c'est certain qu'il y a des endroits où on est beaucoup plus prudent que d'autres. Là, on a travaillé dans le Val-Espire récemment. Les gens sont d'une gentillesse incroyable. On était presque... C'est la vallée qui est au-dessus de Céret, dans les Pyrénées. Et ça nous avait... Enfin, on n'avait jamais visité un lieu où il y avait une unanimité de la gentillesse. Il n'y a pas une seule once d'agressivité ou de méfiance ou d'hostilité. Donc ça, c'est rare. Voilà.
Là, tu parles de cartographier la gentillesse, qui c'est le projet pour les 10 prochaines années, mais il y a aussi des à côté dans votre projet de l'Atlas, puisque par exemple, alors je me souviens plus du nom du projet, mais l'idée de faire une sorte de carte des restaurants Ah oui, on avait lancé une carte participative qui s'appelait l'Atlas des repas honnêtes. Parce qu'il y a une époque où on essayait de manger le soir sur la route, enfin dans des restaurants, et finalement on a totalement abandonné. Maintenant on cuisine dans le coffre. Mais il y a certaines personnes dans la pièce qui ont bien participé, on les remercie. Ça nous a sauvé quelques soirées. C'est l'anti-Goemio, l'anti-guide Michelin. Ouais, l'anti-guide Michelin. Peut-être on pourrait revenir aux questions un peu économiques par rapport à votre projet, parce qu'on en a parlé rapidement tout à l'heure avec l'évolution des conditions de travail, parce qu'en fait c'est vrai que quand vous avez commencé, je me souviens, c'était vraiment tu parlais de la Datar tout à l'heure, mais la Datar c'est une mission photographique d'État avec des moyens, etc. En fait vous c'était pas du tout ça, vous partiez de manière complètement indépendante, en bricolant un peu comme vous pouviez, avec vos moyens de l'époque. Maintenant c'est vrai que ça a beaucoup évolué, puisque vous êtes, comme on disait tout à l'heure, quand même beaucoup sollicité, invité dans de nombreuses résidences. Et je me demandais, dans cette économie-là, quelle place joue la vente des tirages, et puis aussi toute la partie éditoriale, puisque maintenant, il y a quand même... une partie de votre travail consiste aussi à produire des livres, avec un éditeur et tout ça, mais il y a... comment ça s'agence tous ces... Tout à l'heure, tu parlais de notre protocole. Ouais. C'est une question qu'on nous pose assez souvent. Si on a un protocole, qu'est-ce qu'on cadre frontalement, comment on fait? Et finalement, en y réfléchissant un peu, je me suis rendu compte que notre vrai protocole, en fait, il n'était pas du tout dans la prise de vue, parce que la prise de vue, c'est un instant très court. On a fait plus de 15 000 photos, on sait exactement et très rapidement où on va se placer et comment on va faire. D'une certaine manière, cette question du protocole photographique, elle a été complètement réglée et résolue assez rapidement, on va dire. Par contre, le protocole général qui consiste à construire un outil, à construire une structure qui permet de réaliser ce projet, ça a été beaucoup plus long. On a commencé avec des bouts de chandelle, vraiment en traînant un peu dans la bosse. Ça, c'est les premières photos de l'Atlas. C'était en 2017, c'était la campagne électorale de 2017, qui a eu d'ailleurs une grosse incidence, parce qu'on s'est rendu compte que les affiches du Front National étaient vraiment dans les lieux les moins photographiés, qu'il y avait une sorte de corrélation entre l'invisibilisation de certains territoires et leur désir d'exister dans un vote protestataire. Et ça nous a convaincus qu'il y avait une sorte de nécessité, entre guillemets, politique, de faire exister des lieux qui étaient presque inexistants. Quand on tape Beauce sur Google, ça n'existe pas. C'est un territoire qui est totalement... Pas des photos de champs? Même pas, ouais. Parce que... Une éolienne? Ouais, une éolienne peut-être. Mais voilà, il y avait quelque chose comme ça de l'ordre d'une mission à remplir. Mais pour ce qui est de l'économie du projet, on a commencé vraiment en bricolant. Nelly faisait des ateliers dans les écoles. La Beauce, là, c'était lié à une résidence d'1 mois. Enfin, c'est vrai que c'était important cette période. Ouais. On était en février, pendant 1 mois, dans un village qui s'appelait Charsonville, à une demi-heure d'Orléans. Et moi, je faisais des ateliers avec des primaires toute la journée. Et Eric était... comme une âme en peine, à traîner dans les champs. Elle faisait des ateliers avec des primaires, et moi je déprimais. Mais non, pour moi c'est une période magnifique, parce que j'étais rempli de doutes, et ce séjour dans cette plaine aride et hostile m'a convaincu que, en fait, si on prenait le temps, on pouvait trouver plein de choses dedans. Et ça a été vraiment un déclic. Quand j'ai compris que la Beauce n'était pas du tout ce territoire sans intérêt, j'avais la confirmation de cette intuition que tout était possible n'importe où, que c'était juste une question d'ouvrir les yeux et de regarder. Et ce mois dans le territoire de la Beauce a été
Oui, vraiment le déclencheur. Un arc-en-ciel. Donc Donc toi, tu errais toute la journée en voiture à la découverte de la Beauce. Voilà, en inventant des rendez-vous derrière les silos, dans des... Et ça a qui été au passage vraiment... contient des silos d'entre des guerres et d'après-guerre complètement incroyables. Mais donc depuis, ça a bien changé puisque voilà. Enfin, je posais la question pour revenir peut-être à cette question économique. Enfin, petit à petit, en fait, disons l'économie du projet s'est stabilisée. À partir du moment où le projet a été vraiment défini, qu'on l'a commencé, qu'on l'a avancé ensemble, etc., on a commencé à avoir des sollicitations liées à ce projet spécifique, donc de résidence, d'exposition, etc. Au niveau de l'argent, donc on a commencé à avoir, voilà, ça a commencé à, voilà, au départ, on était vraiment sur nos propres petites économies, puis petit à petit, voilà, on a réussi à trouver des budgets, notamment pour rouler, ce qui coûte quand même vraiment cher. Et aussi, en effet, il y a cette histoire de vente en ligne des photographies, parce qu'on a tous les deux quitté tout type de galerie ou de commerce officiel de l'art et de la photographie pour à la fois lancer ce site internet qui est un site totalement gratuit que tout le monde peut parcourir et que tout le monde peut malaxer, utiliser, etc. Et un autre site qui s'appelle Atelier ARN, qui est l'autre versant, voilà, qui nous permet d'avoir des soutiens de n'importe qui via l'achat de photographies à des prix très raisonnables. Oui, très raisonnables. On tient à le préciser, c'est assez important et je pense que c'est un peu... c'est pas qu'on est des pionniers dans ce domaine, mais on a utilisé Internet et les réseaux sociaux bien avant le Covid, qui a été quand même un déclencheur pour pas mal de galeries ou d'institutions pour communiquer leur actualité et leurs projets. Au début, c'était un peu mal vu parce qu'on était comme des marchands de tapis qui vendions notre camelote sur les marchés. Mais très vite, il y a eu une complicité qui s'est instaurée entre beaucoup de gens qui ont compris que si on voulait avoir un projet autonome, il fallait qu'il soit financé par eux-mêmes. Et donc, cette relation qu'on a avec beaucoup de gens qui peuvent être aux États-Unis, en Suède, en Espagne, c'est vraiment une relation de préserver notre autonomie, en fait, notre indépendance, parce qu'on s'autofinance pour une bonne moitié sur la vente de tirage. Ah oui. En fait, on n'est pas du tout Enfin, l'argent n'est pas du tout une finalité dans notre vie. Ça paraît bête de le dire, mais je crois que c'est important de préciser qu'on finance en permanence le projet avec l'argent qu'on gagne. On n'a pas d'économie particulière qui... Oui, puis on est très économe. Enfin, par rapport à une mission photographique, que ce soit la Datar ou même des missions plus récentes, on a tellement eu l'habitude de ne pas avoir d'argent qu'on est extrêmement débrouillard et raisonnable en tout. Et ça nous permet d'avancer le projet. Parce que si on voulait le... Puis je pense que ce serait très difficile d'aller dans des fermes photographier en plein hiver, traverser des champs humides, photographier une grange tout au bout, si par ailleurs on dormait dans des hôtels 4 étoiles. Je pense que ce serait non seulement incohérent, mais presque impossible à concilier. En fait, il y a quelque chose de l'inconfort permanent qui est la condition en fait de la réalisation de ce projet. S'il n'y a pas cette acceptation de l'inconfort comme un mode de vie, évidemment on ne passerait pas 152 jours par an sur la route, et c'est quelque chose qui est inhérent à cette entreprise, l'acceptation de l'inconfort. Et je trouve que... Enfin, moi, j'ai appris beaucoup d'accepter le froid, la pluie, le brouillard,
la boue, la bouse de vache, les mauvaises odeurs, toutes ces choses-là qui auraient pu m'incommoder il n'y a pas si longtemps et qui aujourd'hui font partie des choses qui me paraissent tout à fait normales et qui surtout, à contrario, font sentir le plaisir d'un lit bien chaud autrement plus appréciable, quoi. Donc il y a quelque chose comme ça dans l'économie du projet, et beaucoup une économie de l'acceptation d'une forme de modestie, d'humilité dans les moyens à utiliser. On a juste... on produit tout nous-mêmes aussi. Enfin, quand on fait une exposition, on imprime tout. Quand on fait un livre, on fait le graphisme, on fait la communication, on fait quasiment la vente directe. Enfin, c'est aussi un rapport très différent. Voilà. Ça a été un gros déclic. Le truc, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a de plus en plus de fermes qui vendent leurs légumes en vente directe. Ah oui. et on s'est dit, mais en fait... Faut faire pareil. Faut faire pareil. C'est extrêmement logique, les circuits courts. Il n'y a aucune raison de donner ses sous à des intermédiaires. Et très vite, on s'est dit, mais voilà, ça, c'est une des clés de notre projet, c'est de court-circuiter les intermédiaires qui absorbent la moitié des sommes en jeu. Et ça nous permet d'être 2 fois moins cher, en fait. Et ça, c'est vraiment, là, tu es en train de vendre le truc à toute la salle. Non, mais ça a été un long cheminement. On a beaucoup tâtonné. Mais aujourd'hui, moi, je crois que dans le protocole de l'ARN, il y a cette idée d'être indépendant, d'être débrouillard, pas de s'en prendre qu'à soi-même, mais d'accepter que les choses ne sont pas toujours simples et que c'est juste en étant un peu imaginatif et un peu entreprenant qu'on peut trouver des solutions. D'être libre dans toutes les décisions qu'on prend aussi, parce qu'il y a... hormis les centres d'art ou les associations qui peuvent nous inviter en résidence et qui vont dialoguer avec nous de certains choix, etc. Mais sinon, voilà, on est au-delà d'une commande qui exigerait certains résultats. On est totalement autonome de ce côté-là. Alors, ça, c'est une question que je voulais vous poser justement sur la question de l'indépendance. Il n'y a pas eu quand même des tentations de certaines structures publiques ou institutionnelles de vous replacer dans cette position de commande un peu façon Datar. Enfin, Eric, il y a cette mission photographique Grand Est, par exemple. Alors, je ne sais pas si vous l'avez faite ensemble, celle-ci. Je ne suis pas tout à fait seul. Seul, oui, c'est ça. C'était juste toi. Alors, ça a été vraiment le préambule... au dépôt de la candidature, ça a été, voilà, on fait l'Atlas des régions naturelles dans le Grand Est, et ce sera comme ce sera. Il n'y a eu aucune hésitation. Aucune modification du projet pour correspondre à cette mission, d'accord. Et ça, c'est vraiment la condition de... Parfois, on parle de produire une somme qui rend compte de la réalité de la France d'aujourd'hui, avec ce que ça sous-tend d'objectivité relative. Après, notre indépendance, c'est l'indépendance qu'on a d'être effectivement négatif, subjectif, malhonnête parfois peut-être, mais c'est notre comment dire, condition sine qua non. C'est la seule chose sur laquelle on ne transige pas, en fait. D'accord. C'est soit on fait ce qu'on veut, et si l'image qu'on renvoie n'est pas conforme à l'attente, tant pis, les gens le savent. Est-ce que c'est arrivé, justement, c'est des moments où voilà, vous renvoyez une image qui n'est pas conforme et Enfin, je ne sais pas quel terme trouver, mais l'institution publique est mécontente, ou le commanditaire. Non, c'est arrivé avec des habitants, quand on faisait la restitution en quelque sorte de prise de vue dans une région, et que des gens qui vivaient dans cette région venaient nous voir. On s'est un peu disputé quelquefois, enfin pas disputé, mais on sent qu'il y avait une certaine...
une certaine, pas d'agressivité, mais une certaine tristesse ou une aigreur liée à certaines photographies, parce qu'on les photographiait sous certaines conditions météorologiques, etc. Ou parce qu'on montrait un bâti qui nous paraît très intéressant et plus intéressant au niveau de la forme, la matière, j'en sais rien, mais et qui est moins prestigieux. Et les gens l'ont parfois mal pris, ou en Bretagne, quand on a eu du mal à photographier les agro-industries, par exemple, alors que c'est peut-être une des choses les plus importantes, ou les grandes fermes, les grandes porcheries, etc., qui sont des vraies lacunes, en fait. Mais ouais, c'est plutôt ce genre de discussion très intéressante qu'on a pu avoir au moment de la restitution, mais ça n'a jamais été... on n'a jamais eu de retrait de photographie ou de c'est un vrai grand sujet de la photographie. Comment toute personne photographiée a une attente que le retour de l'image soit conforme à l'image qu'elle-même se fait d'elle. Moi, j'ai toujours été déçu par les photos qu'on prenait. Donc, et ça ne changera jamais. Je veux dire que ce n'est pas une question de photographe, c'est juste une question de perception de soi. D'autres gens, au contraire, sont extrêmement contents de la première photo qui, de temps en temps, on prend une photo, il y a quelqu'un qui dit « mais prends-moi en photo ». Et c'est très drôle, c'est souvent des immigrés qui... Je me suis retrouvé une fois au bord de la Loire avec un jeune migrant qui voulait absolument que je le prenne en photo. Il était très jeune, très beau, et il s'est déshabillé devant moi. Et il me demandait de le prendre en photo, mais moi, j'étais extrêmement gêné parce que je n'ai pas l'habitude, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est à l'aise avec le corps des autres. Et il était tellement démonstratif, fier de son corps, de l'été, de la Loire qui était juste à côté, que je l'ai pris en photo, je l'ai quelque part, mais jamais j'oserais utiliser cette image. Et finalement, il y a ce rapport qui est très variable suivant les gens. Les gens qui sont déçus de l'image qu'on renvoie de leur territoire, c'est les mêmes finalement que ceux qui sont déçus du renvoi de leur propre image littérale, quoi. Et ça touche des choses beaucoup, beaucoup plus profondes, évidemment, que la réalité de la représentation. C'est quelque chose qui touche aux stéréotypes, au bleu du ciel. Au tourisme aussi. Au tourisme, oui, bien sûr, ça c'est très important. Voilà, beaucoup de... Enfin, quand on photographie une chose qui est dans l'esprit commun, une chose qui est belle, on sait qu'on n'aura jamais de problème. Par contre, si dans l'esprit commun, on photographie une chose que les gens trouvent laide, on sait qu'on va avoir un mauvais retour. Alors, est-ce que vous auriez peut-être un exemple, une chose que les gens trouvent laide ? Alors, évidemment, le Pays d'Ouche, ça c'est le Pays d'Ouche. Ouais. Le Pays d'Ouche, c'est une formidable petite région de Normandie dans laquelle... de la Normandie intérieure. Ouais, il y a beaucoup de dépendances rurales qui ont opté pour refaire les toitures en tôle ondulée, mais une tôle ondulée qui est encore une vieille tôle ondulée qui s'oxyde et qui se patine magnifiquement. Évidemment, c'est du rafistolage, c'est-à-dire que si les gens avaient le moyen de refaire une toiture en ardoise, ils le feraient. Mais nous, on aime beaucoup cette manière de faire avec ce qu'il y a sous la main, sans chercher plus. Et évidemment, les propriétaires sont toujours un peu suspicieux quand on photographie leur dépendance, parce qu'ils pensent qu'on va dénoncer la mocheté de leurs choses, alors que c'est précisément le contraire qu'on fait. Et quand on discute avec eux, les choses s'arrangent très vite et les gens disent « Ah oui, vous avez raison, finalement, il y a quelque chose dans cette couleur, dans cette patine qui est beaucoup plus juste que d'avoir un toit en fausse ardoise. » Mais ce qui nous ravit vraiment, c'est quand les choix de bricolage, de retouches, des choix esthétiques plus ou moins brinque-ballant sont totalement assumés par le propriétaire. Et c'est une catégorie qui s'appelle initiative personnelle. Elle est super, cette catégorie. Bon, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fait, il y a des régions entières dans lesquelles on arrive presque, où on en trouve vraiment très très peu.
Alors l'atlas, ça c'est très important de le préciser. C'est à la fois un atlas de l'uniformité, de la standardisation, mais c'est aussi un éloge de la diversité. Et l'un n'existant pas sans l'autre, il y a cette collision presque permanente entre le désir d'exister individuellement, de s'affirmer, d'affirmer un goût personnel qui peut être totalement hasardeux, mais qui est... Nous, on est très respectueux de la personne qui décide de peindre sa maison en rouge et orange. Il y a un dégradé rouge-orange très beau. Qui est un truc assez magnifique parce que c'est assez technique et c'est quand même assez audacieux en même temps. Et... On est en Alsace, donc c'est un peu trompé quand même. Il y a une pratique de la couleur en Alsace qui est particulièrement soutenue. Et ça, par exemple, on ne le jugera jamais sous l'angle du kitsch ou du mauvais goût. On dit, voilà, quelqu'un qui a eu l'audace d'affirmer son... C'est un peu comme dans ce film de David Lynch où Nicolas Cage revêt sa veste en peau de serpent. Où il dit, ça c'est le symbole de mon individualité. Et je pense que ça c'est la veste en peau de serpent de Nicolas Cage dans je sais comment s'appelle le film. Sailor et Lula. Comment ? Sailor et Lola. Voilà, et ça, quelle que soit la matière, qui peut être du sky ou du tergal, peu importe, on sera toujours très respectueux, admiratif des gens qui ont ce courage d'affirmer leur... Bah oui, parce que je voulais vous poser cette question, mais depuis une dizaine d'années, il y a un article très important dans Télérama en 2010 qui s'appelait « Comment la France est devenue moche ?» et c'est un truc qui revient sans arrêt, la question de la France moche. Il y a maintenant ce hashtag, même France moche, sur Twitter. Et vous, c'est pas du tout votre propos, en fait. C'est vraiment absolument l'inverse. C'est-à-dire que vous allez vraiment voir les choses. Il y a un amour pour les sujets, quoi. Ah non. Mais surtout, c'est une énorme escroquerie parce que la France moche n'existe pratiquement plus. S'il y a un drame à dénoncer, c'est la disparition de la mocheté. C'est-à-dire que tout est au contraire éradiqué avec une autorité assez insidieuse parce que personne n'oblige les gens à ravaler leur maison, à adopter une tenue conforme et normative, mais c'est le cas. C'est-à-dire qu'un village du nord, de l'est, de l'ouest ou du sud, progressivement devient la même chose sous la force de l'aménagement du territoire, de ces petits bacs à fleurs, de tous ces petits accessoires qui décorent les villages. Et la France moche disparaît doucement avec tout ce qu'elle recelait comme petit trésor et comme petite anomalie. Et des fois, on roule une journée entière sans déceler un moment de mocheté quand nous, on dit mocheté, c'est entendu que c'est ce qui est décrit comme moche communément. Alors que tout devient moche, en fait. La tragédie, c'est que la standardisation et la vraie laideur, c'est un centre commercial qui n'assume pas d'être un centre commercial, qui fait des bardages en bois avec des petites haies et là, on est vraiment dans la mocheté parce qu'il n'y a plus de signes, il n'y a plus de revendication du commerce, de tout ce qu'on aime bien finalement. Mais c'est trop marrant parce que on partage beaucoup de photographies sur les réseaux sociaux, notamment quand on est en voyage. Et dès que quelqu'un nous met un commentaire, mais c'est incroyablement laid cette chose, en pensant faire presque un compliment. Ah oui, parce qu'ils pensent que vous êtes ironique. Et là, il y a tout un tas de gens qui lui tombent dessus en disant « Mais tu n'as rien compris, mais va acheter des cartes postales, recommence, rachète le livre, feuillette-le. » Et c'est pas du tout ça, quoi. C'est des anti-trolls. Oui, c'est vrai. C'est des gentils trolls, même. Je voulais toi qui viens de Lorraine, on est quand même, nous, les grands défenseurs de cet esprit lorrain qui consiste à faire des jardins aquariums. Des jardins zen. Des faux jardins. La Lorraine est complètement... avant-gardiste à ce niveau. Ça commence à s'étendre sur l'ensemble du territoire, mais on peut dire que
ils ont vraiment innové sur ce terrain du jardin aquarium, où il n'y a pas une seule végétation tout est recouvert de gravier et de gravier pas multicolores, gris dans des et tons, noirs. des tons de gris, des camailleux de gris. Ouais, des camailleux de gris. Alors, je voulais vous poser une question parce que vous, évidemment, vous êtes très loquaces tous les deux. Vous parlez hyper bien de ces images, de vos voyages. Et justement, sur la page Facebook de l'Atlas, il y a beaucoup de textes. En fait, vous écrivez beaucoup. En fait, je ne sais pas si vous écrivez beaucoup, mais en tout cas, il y a des textes qui accompagnent certaines images ou certains des voyages. D'ailleurs, il y en a un certain nombre qui ont été publiés dans la revue, dans la Traverse. Dans la revue de la Fondation. Quelle est la place pour vous du texte et de cette question aussi du récit qui accompagne vos voyages, parce que finalement vous ouvrez aussi par cette page Facebook au récit d'autrui, les gens racontent des anecdotes, commentent, mais vous prenez aussi la parole en fait sur ces territoires, et c'est vrai que quand vous racontez tout ce que vous racontez en images mais aussi en texte, ça devient aussi incroyablement intéressant. Est-ce qu'il y a un projet de ce côté-là de publier ces textes? Vous pouvez pas tout faire, j'en ai conscience, mais pour moi c'est indissociable en fait de votre... Pour nous, initialement, c'était une manière de créer un lien d'intimité avec une communauté de gens qu'on ne connaît pas pour la plupart sur Facebook ou sur Instagram, de parler très honnêtement à la première personne sans se dissimuler trop, enfin en gardant une pudeur, mais en étant quand même assez sincère, et de telle manière que entre des inconnus et nous, il y a une relation de familiarité qui s'instaure. Et au fil des années, c'est vrai que tous ces gens qui suivent le projet ont le sentiment de nous connaître un peu. Et je pense que ça crée totalement à l'arrivée cette idée de petite communauté où on se sent à l'aise, où on n'a pas besoin de se mentir ou de raconter des histoires à l'envers. Mais après, pour ce qui est de publier les choses, moi je suis extrêmement réticent. Je suis né d'un père japonais, d'une mère danoise. Mon français est pour moi une grande source de complexe, et j'utilise cette langue avec toutes les précautions et le respect que je n'ai pas en photographie. En photographie, j'ai pas du tout de complexe. Je me dis, je peux faire ce que je veux. J'ai acquis une forme d'assurance, mais pour ce qui est de la langue... Ouais, mais Nelly a une langue beaucoup plus belle que la mienne, et j'écris beaucoup moins que toi sur l'ARN. Non, mais j'imagine aussi qu'on a pas mal écrit au début parce qu'on voulait affirmer des intentions ou en éviter certaines autres, et que c'était important de le faire dès la première année. Et puis qu'il y a aussi cette relation au voyage qui est vraiment sous-jacente et qu'on ne ressent pas forcément quand on voit un truc aussi rigide que le site internet, qui est extrêmement... Bon, là on est dans les zones commerciales, mais de parler plus de l'humeur ou de notre ressenti personnel, de géographie, d'atmosphère, de choses qu'on va pouvoir retrouver d'une région à une autre, etc., comme les jardins zen. En fait, au départ, on pensait écrire dans les livres, dans les publications. On pensait faire un texte pour chacune des régions naturelles. Et puis, on s'est vite rendu compte qu'il fallait d'abord être assez radical et laisser la lecture la plus ouverte possible aux gens qui allaient acheter le bouquin. Et que l'écriture viendra après, soit dans des revues, soit peut-être un jour dans un supplément ou un tome... Si bien que récemment, on s'est mis en tête un peu de proposer à des musiciens de faire une musique par région tu en parles déjà. De faire une grande bande-son. Et c'est compliqué, ça consiste à établir une sorte de charte qui définirait des critères pour chaque typologie de région. Par exemple,
on pourrait dire la tonalité do majeur pour le bord de mer ou l'utilisation de violon pour les Vosges, enfin des choses comme ça qui seraient complètement arbitraires mais qui permettraient de distinguer immédiatement si on écoute une musique d'altitude ou de plaine ou une musique d'industrie, de zone industrielle et ça nous a pris comme ça un peu dans le creux de l'hiver. On n'a pas eu le temps de développer. On en a parlé à quelques musiciens qui étaient complètement passionnés. On s'est aperçu que ça nous engagerait dans un truc très compliqué. Mais l'idée d'avoir sur le site une entrée musicale, et un protocole partageable où n'importe quel musicien, amateur ou professionnel, pourrait faire ses propositions. Et finalement, ce serait l'entrée la plus éloignée possible du texte, dans ce sens qu'elle n'aurait plus du tout de relation pédagogique ou intimiste. Ce serait juste un choix arbitraire d'illustrer par telle forme de son. Parce que chaque fois qu'on traverse une région, on dit « mais c'est quelle musique qui pourrait coller avec ce lieu ?» Et on se dispute parce que naturellement, il n'y a pas de musique qui s'impose naturellement. On imagine des playlists qui associeraient des noms de musiciens français à chaque région, mais on a beaucoup de mal. Donc voilà, on était dans cette idée qu'on élargit plutôt à la musique qu'au texte l'apport extérieur à l'image, on va dire. C'est qu'on a besoin de se divertir un peu aussi, et que dans la musique, on se dit qu'on pourrait avoir un peu plus de liberté que... Mais bon, ce qui n'est pas vrai du tout, parce que la musique est aussi contraignante et requiert autant de discipline que le travail de l'image, évidemment. Je voulais juste peut-être, on va pas tarder peut-être à conclure. Je pense qu'il y a sûrement des gens qui auront des questions et tout ça, mais sur on a évoqué la dimension participative par le texte et tout ça, mais c'est vrai que voilà, finalement vous cajolez votre communauté. Comme des musiciens pourraient le faire, je trouve. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la relation directe, des échanges qui sont en fait très fournis, très riches, je trouve, à la fois parce que les gens projettent des anecdotes personnelles sur les images, peuvent apporter des informations, même corriger parfois certaines indications qui sont fausses. Ça, c'est assez beau, je trouve, cette construction un peu collective de la légende. C'est un principe assez Wikipédia, mais en fait, pour dire les choses beaucoup plus honnêtement, on a une vie extrêmement solitaire. Nos relations sociales se limitent à... Ce soir. Ce soir, c'est notre grand moment d'interaction sociale de l'année. Et notre vie est vraiment très solitaire. Et donc, la seule véritable ouverture qu'on a sur des relations extérieures, c'est à travers ce qu'on peut raconter et ce que les gens peuvent nous raconter. Cette distance, elle est énorme parce qu'effectivement, un contact qui passe juste par l'écriture n'a rien à voir avec un contact physique. Donc oui, on est à la fois entre un mode de communication qui essaye d'être très intimiste et chaleureux et un autre mode d'existence qui est complètement celui du marcheur solitaire qui refuse de croiser les touristes, enfin les autres marcheurs sur un chemin. Vous aviez déjà lancé un petit peu ça au moment du Covid avec le projet Décor Export, qui était un projet pour le coup de comment essayer de s'amuser un peu malgré la période dramatique. Ça a très bien marché, on s'est beaucoup amusé. Donc vous aviez mis à disposition en fait de la communauté, disons, des images de vous qu'on pouvait incruster là où on voulait. Et ensuite a été publié un livre qui reprenait pas l'ensemble des contributions, mais un nombre assez large de ces contributions. Je crois qu'il y a toutes les photos. Il y a tout, ça je savais pas. Ouais, il y a quasiment toutes, tout à fait. Je voulais vous poser une question. Premier, après on s'arrête, mais les photos de votre site, elles sont libres de droit. Comment on peut les utiliser ? Quelle est votre position sur cette question de l'usage de vos images ?
Là, on est sur une première version du site internet, donc il y a 2 ans. Et en fait, au départ, chaque photographie était téléchargeable en HD et il pouvait être utilisé pour tout type de raisons non commerciales. Donc, je ne sais pas quel était le format, mais c'était quand même assez, je ne sais pas, c'était un A4 ou A3. Puis pour des raisons économiques, on ne va pas vous raconter tout ça, mais c'était trop lourd à assumer financièrement. Ce téléchargement des images en haute résolution, donc on a dû l'enlever. Mais à partir du moment, il y a tout un tas de gens qui nous demandent d'utiliser des photographies pour des ateliers, pour des livres, etc. Et il n'y a absolument aucun problème. Nous, on considère que c'est l'aboutissement d'un travail, mais ça peut ensuite déboucher sur tout un tas d'autres projets. Notamment, je ne sais pas, la dernière fois, il y a des gens, je ne sais pas comment ça s'appelle ce poste, mais quand on choisit des lieux de tournage, du casting de lieux ou un truc comme ça, du repérage, voilà, qui en fait utilisent le site internet, des gens qui font des thèses sur les silos du centre de la France, peu importe quoi. Nous, on est vraiment ravis que les images circulent. Des fois, on a des photos de classes de primaire qui ont fait des architectures futuristes sur un pont de la Saône. Rien ne nous fait plus plaisir que cette utilisation des photos. Évidemment, c'est la pratique de la photographie consistant à s'approprier un petit morceau de la réalité. Le fait que quelqu'un se réapproprie la réalité qu'on s'est appropriée coule de source. Logique. C'est la chose la plus naturelle qui soit. Alors, une toute dernière question peut-être. Quelle est votre région préférée? Non, le top 10, alors je ne sais pas. Il y a quelque temps, vous m'aviez dit que la ville de rêve pour s'installer, c'était Guingamp. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Alors, la région préférée, c'est celle dans laquelle on se trouve. Je veux dire que on est devenu complètement polygame du territoire, c'est-à-dire que la relation de fidélité, pour nous, c'est complètement inconcevable. Dès qu'on est dans un endroit, on est content, mais quand on le quitte, on est tout aussi content. On file un peu à l'anglaise le matin, au petit matin. On se dit, je vais aller voir l'autre à côté. Je suis sûr que ça va être très cool. Et donc voilà, on a une sorte d'infidélité. Moi, je suis totalement incapable de dire peut-être quand même. Tu vas faire des... Non, le Massif central restant le plus beau, le plus bel ensemble territorial de France pour nous, de très loin en fait, tout le grand massif, j'entends des Combrailles jusqu'au Causse. Il y a au moins combien, 70 régions. On n'a jamais même pas. La déception est inenvisageable quand on est dans ces coins. On est toujours enthousiaste à un point extrême. Ce qui fait qu'on les garde, on se dit toujours, il y en a quand même qui sont un peu ennuyeuses, on va garder un peu le Cantal pour la fin parce que on va bien manger, on va voir des belles choses. Et il faut pas les dilapider trop vite. Il faut je finis juste avec ça. Dans l'Atlas des régions naturelles, il y a 2 choses. Éloge de la lenteur, éloge du proche, éloge de la diversité. 3e chose. Mais ces 3 choses-là font que ça renvoie à l'idée que si tu montes l'Himalaya trop jeune, finalement, quand on a été en Haute-Savoie, moi j'ai eu tellement peur de retrouver la plaine, je me suis dit mais je vais m'ennuyer dans la plaine. Et j'étais très réticent à aller trop haut parce que voilà, quand on est monté juste à côté du Mont Blanc, où tout le reste paraît un peu ennuyeux. Et
En fait, dans l'Atlas des régions naturelles, il y a une sorte d'éloge de la platitude, de l'ennui, de la grisaille, de toutes ces choses qui sont bien plus naturelles et bien plus familières, en fait, qui sont bien plus ancrées dans nos vies que les Monts Blancs et les choses comme... Donc voilà, c'est une chose importante parce que c'est un peu notre dada. L'expo d'Arles s'appellera Soleil gris et il y a vraiment la volonté d'introduire le gris comme une valeur bien plus noble que le contraste, le soleil et toutes ces choses. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi.